Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Titre Vue. Eh bien, c'est le grand retour au cinéma. Oui, eh bien, la dernière fois où je m'étais retrouvé dans une salle de cinéma, c'était pendant la pandémie. J'étais allé voir le film Tenet. Si vous voulez voir la critique de ce film, eh bien, vous avez simplement à regarder dans l'une de nos capsules des Titres Vue. Vous allez pouvoir vous promener puis peut-être tomber sur une autre de nos intéressantes capsules. Pour l'instant, je vous parle du film Conjuring, The Devil Made Me Do It. Alors, La Conjuration sous l'emprise du diable, c'est le titre qu'on lui a donné en français. Alors, c'est le troisième volet de Conjuring, même si dans cette espèce de grand, parce que c'est une série où on se promène dans différents univers, même si on reste un petit peu tout le temps dans le même bassin, si vous voulez. Donc, il y a des films d'Annabelle, il y a aussi évidemment The Nun qui se retrouve là-dedans, mais si on reste vraiment uniquement dans l'univers de Conjuring, c'est vraiment le troisième film. Alors, il y avait beaucoup d'attentes, évidemment, parce que, à mon avis, si on regarde ça de manière vraiment tranchante et objective, dans tout ce qui s'est fait dans cet univers-là, je pense que c'est vraiment The Conjuring, c'est vraiment la meilleure série, sans nul doute. Est-ce que ce troisième film-là est à la hauteur des autres, ce qui dépasse les attentes de tous ces autres films-là? C'est un petit peu, ça dépend évidemment de ce qu'on aime. Ça dépend aussi ça dépend de plein de facteurs, en fait, parce que le premier facteur étant, il y a bien des gens qui se disent, c'est pas James Wan qui réalise le film, puis là, à partir de ce moment-là, ça y est, parce que c'est pas James Wan qui a réalisé le film, ce n'est pas bon. Un instant, petit bémol ici, je rappelle que là, peut-être que c'est parce que le commentaire que je vais faire n'est pas bon, mais pour moi, c'est un fait saillant dans la filmographie de James Wan, qui est un réalisateur que j'aime vraiment beaucoup. Je parle de réalisateur, parce que des fois, il écrit des scénarios parce qu'il veut faire de l'argent, puis c'est correct, parce que dans la série des films Ça, le premier Ça est un film, à mon avis, qui fait partie des grands films d'horreur. Il a produit la majorité, il a produit les autres, puis il a scénarisé certains des autres qui ne sont pas nécessairement à la hauteur de ce qu'il a fait pour le premier film. Mais rappelons simplement qu'il a réalisé Aquaman. C'était pas nécessairement dans son univers. Pas que c'était nécessairement le film le plus nul qu'on a vu au monde, mais c'était pas nécessairement non plus le plus réussi, à mon avis. Alors, tout ça pour dire que c'est pas parce que James Wan n'est pas à la barre de ce film-là. Ça faisait d'ailleurs, c'était prévu qu'il n'allait pas le réaliser. James Wan est un homme très occupé. Mais on a laissé la place à Michael Chavez. Qui est Michael Chavez? Pas un gars qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il a fait quelques films, réalisé le vidéoclip de Billie Eilish, qui est celle qui va interpréter, vous l'avez déjà entendu sans aucun doute. Les fans de James Bond ont déjà entendu la chanson thème du prochain James Bond qui va sortir très prochainement. Donc, il a réalisé un vidéoclip de cette chanteuse-là. Mais il est surtout connu pour avoir réalisé The Curse of la Llorona. En tout cas, bref, oui, c'est ça, la Llorona, en tout cas, bref, et dont on a déjà fait une très brève capsule que vous pouvez voir sur Instagram. Océane et moi, nous avions vu le film. Et dans cet univers-là, c'était probablement un des moins bons films. C'est le fameux film là où il y a tout le temps des fameux jump scares, puis c'est vraiment pas c'est le fameux film d'épouvante qui n'est pas épouvantable, c'était celui-là. Est-ce que c'était nécessaire que Michael Chavez passe par ce film-là pour pouvoir réaliser autre chose, sachant peut-être que les producteurs savaient très bien que ce film-là, c'était un film pour faire des sous simplement. Des fois, il y a des scénarios qui sont pas très bons, puis que tu dis, on le fait pareil parce qu'il va y avoir un public qui va venir le voir quand même.
C'était sans doute le cas pour ce film-là qui était vraiment très décevant. Dans le cas de Conjuring 3, Michael Chavez, bon, les gens vont dire, bon, c'est le gars qui a fait La Llorona, puis c'était pas bien bon. Puis là, ben encore une fois, il fait pas très bien la job. C'est sans doute un des moins bons de la série. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Pas du tout. En fait, je trouve qu'il se débrouille quand même pas mal bien. Il tombe pas nécessairement dans les clichés du genre, même si clichés, c'est difficile de pas faire de clichés quand on est rendu en 2021. Pour ceux qui se posent la question, parce que le film sort en 2021, le film n'a pas été tourné pendant la pandémie, mais bel et bien en 2019, avant que la pandémie se produise. Et Warner Brothers a décidé de retarder la sortie du film, donc c'est la raison pour laquelle le film sort maintenant. Il est disponible, bon évidemment il vient de sortir au cinéma, mais il est aussi disponible sur des plateformes, donc si vous voulez pas nécessairement vous rendre au cinéma, puis c'est très correct, ben vous pouvez le regarder sur différentes plateformes payantes. Bon, alors ce que j'étais en train de vous dire, c'est que oui, il fait quand même un bon job et que, premièrement, comme je le disais, la force, la grande force de cette série-là, ben c'est les deux personnages principaux, Ed puis Lauren Warren, qui sont interprétés par Patrick Wilson puis Vera Farmiga, qui sont vraiment la colle, qui sont la super glue de cette série-là. Ben, d'abord, ce sont d'excellents interprètes. Ça fonctionne, cette relation-là fonctionne véritablement à l'écran et ça fait en sorte que ces films-là sont meilleurs grâce à eux. Et ça fonctionne encore vraiment très très bien dans ce film-là où le personnage d'Ed Warren ben, vit certaines complications et c'est le personnage de Lauren qui prend un peu, si on veut, le lead dans ce film-là et j'aime vraiment beaucoup la relation qu'il y a entre les deux personnages et elle est très très bien développée dans ce troisième opus-là. Bon, il faut quand même parler c'est une histoire d'horreur, il n'y a pas juste, mais l'histoire d'amour est quand même très très présente. Et le film s'ouvre avec vraiment ils ont vraiment le don. Et ce que j'aime de cette série-là, c'est que puis j'ai parlé d'autres films là où tu sais les scènes d'horreur sont épouvantables. Il faut qu'on nous montre des fesses puis des seins, etc. Dans The Conjuring, quand je parle de films d'horreur, on n'a pas besoin de voir ça. C'est exactement ça que j'aime dans ce genre de film-là. On nous ramène vraiment dans le genre des années 70, un peu où il y avait toujours les prêtres, etc., puis les films d'atmosphère. Et donc, si on fait le checklist, ben là-dedans, il n'y a pas de nudité, il n'y a pas rien de vulgarité ou quoi que ce soit. Évidemment, il y a des scènes qui sont assez terrifiante et c'est ça qui fait la force de cette série-là parce que sinon le reste c'est dans le drame que ça joue puis dans la signature cinématographique qui est tout à fait respectée soit dit en passant. Alors le tout s'ouvre d'ailleurs et j'aime le fait que ça s'ouvre de cette manière-là parce que c'est difficile. Bon évidemment c'est une question il y a un exorcisme au début puis je veux dire on n'est quand même pas fou. Tu sais, quand tu parles d'exorcisme, quand on est rendu en 2021, puis ben, tu peux pas faire passer quelqu'un qui a vu des films d'horreur ne peut pas dire hey moi tu sais oui ok tu vas tout de suite penser au film Exorciste c'est sûr et certain c'est impossible de pas y penser. Alors la première scène qu'on voit, la première image qu'on voit fait référence à ce film-là de 1973 avec une entrée en scène qui fait penser à Father Karras. Donc, moi, j'aime ce genre de cliché-là, pas de cliché-là, mais de petits clins d'œil-là. Puis c'est tout, là. Il n'y en a pas d'autres après, là. Puis c'est pas un clin d'œil caricatural ou quoi que ce soit. Il est juste bien placé. Après ça, on part dans l'histoire, on oublie ça. Et la première scène, évidemment, tu sais, quand on pense à l'exorcisme, on pense tout de suite à Reagan, la jeune fille. Et là, c'est ce qu'on a vu dans ce film-là, dans l'exorciste original des années 70, je l'ai revu dernièrement, puis
à chaque fois que je le revois, je me dis toujours, dans ma tête, je l'oublie à quel point c'est horrible, qu'est-ce qu'on a réussi à faire dans ces années-là. C'est épouvantable, c'est vraiment, c'est troublant. Et quand aujourd'hui, évidemment, avec les effets spéciaux, bon, évidemment, il y avait des effets spéciaux à l'époque, mais c'est pas le même genre d'effets spéciaux. Mais on réussit, dès le début de Conjuring, avoir une scène assez spectaculaire, merci, qui est peut-être probablement une des scènes les plus spectaculaires de tout le film. Je lève mon chapeau à cette scène-là parce que ça a réussi à nous faire oublier ce qu'on a déjà vu précédemment dans plusieurs films d'exorcisme qui ont suivi, évidemment, ce film de 1973 de William Friedkin. Donc, très bonne scène d'ouverture. Puis par la suite, ce que je peux dire, c'est que oui, il y a des hauts, oui, il y a des bas, oui, il y a des choses que j'aurais préférées, mais malgré tout, ce que j'ai aimé, c'est que voilà un film qui est vraiment fait pour le cinéma. J'étais dans la salle, puis évidemment, au moment où j'ai vu le film, c'est distanciation sociale, donc c'est fantastique. Il n'y a personne à côté de moi, il n'y a personne derrière de moi, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que je regarde l'écran, et on ne peut pas vivre ça à la maison. Vous ne pouvez pas vivre ça à la maison sur votre écran de 32 pouces, ou même si c'est un écran de 75 pouces. Il n'y a pas ça, il n'y a pas le rétro-éclairage, il n'y a pas le son, même vous avez beau, je sais qu'il y en a certains qui ont des systèmes de son incroyables, mais vous avez quand même pas une salle gigantesque, ça se peut pas. Alors, ce film-là, puis bon, évidemment, il y a des films, si vous écoutez une comédie romantique, vous pouvez l'écouter à la maison, c'est sûr et certain, à moins de vouloir partager le tout avec votre copain ou votre copine dans une salle de cinéma, ce qui, évidemment, est un endroit privilégié pour vivre une expérience. C'est-à-dire, le cinéma, c'est fait pour vivre des expériences comme celle-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce genre de film-là, en tout cas, bref, moi, ce que j'ai vécu là, je me disais, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vécu ça. J'ai trouvé que visuellement, et au niveau sonore, j'en ai eu pour mon argent. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Bon, le scénario n'est pas parfait. Il est pas parfait. Il est un peu en dents de scie. Il y a des choses qui manquent. Des fois, c'est un peu too much. C'est vrai. Mais on est dans le satanisme. Alors, écoutez, là, tu sais, tu y crois ou tu y crois pas. T'embarques pas. Moi, j'ai décidé d'embarquer. J'ai dit, hey, on retourne en arrière. Moi, je me suis dit, hey, je suis comme dans les années 70. Puis dans les années 70, il y a des affaires qu'on écoutait dans les films, puis on se disait, hey, on y croit, puis let's go, là, all for it. Mais il y a d'excellentes scènes. Puis la seule chose que je peux peut-être reprocher, bon, évidemment, premièrement, c'est inspiré d'un fait vécu. C'est ce que j'aime particulièrement de ce genre d'histoire-là, parce qu'en plus du fait que ce sont d'excellentes histoires, c'est inspiré d'un fait vécu de procès de Arnie Cheyenne Johnson. Ça s'est passé au début des années 80 au Connecticut. Ce qui est juste dommage, c'est que, bon, ce gars-là a tué quelqu'un, vous allez le voir dans le film, et c'est assez spectaculaire. Le meurtre est très spectaculaire. Ça, c'est correct qu'on nous le montre. On va au cinéma pour voir ça. Mais le procès pour lequel on intente un procès contre lui, évidemment, lui, il dit que, évidemment, dans le film, avec tout ça, avec Ed P. Lauren, on dit que c'est le diable qui a fait en sorte qu'il a commis le meurtre. Et d'ailleurs, c'est pendant le procès aussi, il s'est défendu en disant que, d'ailleurs, le titre du film le dit, c'est The Devil made him do it, là. Le diable, il était sous l'emprise du diable. Mais ce fameux procès-là, on le voit pas dans le film. Je comprends que c'est un film d'horreur, puis c'est pas un film, là, tu sais, c'est pas 12 hommes en colère de Bernard Rose, là. Mais j'aurais aimé ça qu'on voit un peu plus le procès, qu'on voit justement, je sais pas, que ce soit Ed ou Lauren ou peu importe, parce que Lauren réussit à convaincre dans le film, à un moment donné, les policiers d'y croire à son affaire, que ça se peut finalement qu'il y a des forces obscures qui y croient à ça, parce qu'évidemment, quelqu'un de normal va pas croire nécessairement à ce genre de choses-là, mais finalement, on finit par y croire autant que les personnages dans le film, mais il aurait fallu que ça se concrétise puis qu'on puisse le voir dans le procès. Puis c'est parce que c'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut. C'est ça l'histoire en tant que telle. Ça a été très, très médiatisé, cette histoire-là, dans les années 80. Donc, c'est un peu ça qui est dommage, parce que là, on est allé plus, évidemment, dans le côté fantastique. Mais comme je vous dis,
on pardonne un peu tout ça parce qu'on s'en va voir ce genre de film-là, puis on s'y amuse quand même beaucoup. Et le scénariste, premièrement, il y a un des scénaristes qui a travaillé sur The Conjuring 2, donc il connaît quand même la poutine. Il a travaillé évidemment, tu sais, il est dans l'univers de James Wan, il a travaillé sur Aquaman, mais il connaît quand même l'univers du film d'horreur. Il a écrit le film Orphan, qui était quand même un film assez intéressant. Puis il a travaillé aussi sur la télésérie The Walking Dead. Donc c'est quelqu'un qui patauge un peu dans l'univers de James Wan, mais aussi dans l'univers fantastique et des films et de l'univers horreur, si on veut. Donc, ce qui nous sert comme scénario, puis James Wan a, soit dit en passant, participé donc à l'histoire originale de cette histoire-là. Donc, finalement, The Conjuring 3, certains, comme je vous le disais, vont dire être déçus par la tournure des événements. Puis c'est sûr que, tu sais, on n'est plus au début, là, tu sais, c'est plus le film original, mais je trouve que malgré tout, on a un très bon divertissement. Moi, je me suis vraiment pas ennuyé. Le film doit quand même... mon ami Gary, je serais capable de me dire, je vais le vérifier, bon, c'est 112 minutes exactement. Donc, c'est près de 2 heures. Des fois, ça peut être long là, quand tu arrives proche de 2 heures. Moi, j'ai jamais regardé ma montre pendant le film, ce qui peut m'arriver des fois, là, même si, tu sais, faut que tu sortes ton cellulaire, puis c'est pas une affaire que tu as le goût de faire, là, mais quand tu sors ton cellulaire parce que tu veux regarder l'heure, c'est parce que là, le film est vraiment plate, puis vraiment long. Ça n'a pas été le cas. C'est vraiment tu sais, t'as tes trois actes qui sont très clairement définis, mais moi, les personnages sont bons, sont bien dirigés, il y a des bons effets spéciaux, puis oui, c'est vrai qu'il y a des jump scares, des fois, ils sont pas toujours aux endroits que tu penses, mais c'est quand même une série qui nous a habitués à ça. C'est pas parce que c'est pas James Wan qui réalise que qu'on va pas nous servir un petit peu de catch-up là-dedans, là. C'est quand même ça on s'en va quand même voir un film d'horreur, n'est-ce pas, là? Donc, les gens qui vont se plaindre qu'on va avoir des jumpscares, je comprends que, tu sais, je veux pas en avoir trop, mais c'est pas un film de jumpscare non plus. Il y en a peut-être un, là, mais sinon, il y a quand même quelques surprises intéressantes. Puis, comme je vous dis, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est vraiment la relation des deux personnages qui est toujours aussi bien développé et je souhaite sincèrement qu'il y en ait un quatrième. Je ne me lasse pas et James Wan dit que de toute façon des histoires de Ed puis Lauren Warren, il y en a à l'infini. Ce sont des personnages qui ont tellement couvert d'histoires fantastiques. Ben let's go, let's go. Du moment que tu sais moi Annabelle là, on l'a fait le tour là, c'est correct là qu'on passe à travers tu sais la poupée là, la poupée bout de chou là, moi je l'ai assez vu puis je suis sûr que j'ai même pas vu tous les films parce qu'à un moment donné, ça m'intéresse plus. Là. Je veux dire, Annabelle, Chucky, là, moi, les poupées, je suis pas vraiment mon bag. Là. Mais si on trouve d'autres histoires intéressantes, go for it. Je suis tout ouvert à suivre leurs aventures encore très longtemps. Donc, c'est pas un très grand film, c'est un film divertissant. Moi, je vous le suggère. Si vous êtes des maniaques de films d'horreur, vous avez le goût d'aller au cinéma, de retourner au cinéma. C'est très sécuritaire, soit dit en passant. Allez-y en début de semaine, pas besoin d'attendre la fin de semaine si vous n'avez pas le goût d'y aller devant plein de monde. Donc voilà, et je lui donne la note de 7 sur 10, ce qui est quand même très potable. Donc voilà, d'ici là, j'espère que vous allez peut-être profiter de ce retour au cinéma. Puis si vous n'êtes pas à l'aise, c'est disponible sur des différentes plateformes. On se retrouve très bientôt, et ne vous gênez pas donc pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce film-là, si vous l'avez vu, et ce que vous avez pensé aussi des autres films de la série. Si vous pouvez même me faire un décompte, me dire de tel ordre, dans tel ordre, c'est quoi vos préférés de cette série-là. Moi, ça m'intéresse énormément. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.